Alors, j'ai 76 ans, je suis né au Brésil. Je suis venu en France quand j'avais 21 ans. J'ai vécu 5 ans en France métropolitaine et j'ai connu une réunionnaise, ce qui explique ma présence à l'île de la Réunion depuis bientôt 50 ans, ou même un peu plus que 50 ans. Alors, je suis arrivé à la Réunion, j'ai découvert l'île de la Réunion en juillet 1973. Il pleuvait, comme aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai retrouvé ici un tout petit bout du Brésil. C'est un tout petit bout du Brésil, c'est-à-dire c'est la même végétation. C'est pas volcanique là-bas, hein, mais c'est la même végétation, c'est à peu près les mêmes paysages, les mêmes types humains, la même alimentation, le riz, les haricots, la viande, avec l'éducation nationale et également comment dire, la santé, les soins qui sont gratuits en France et qui au Brésil ne le sont pas. Donc le choix n'a pas été difficile de rester là. Ouf, j'avais quoi, 25 ans non, un peu plus, 29 ans. Alors, l'île de la Réunion, il n'y avait pas la 4 voies qui existe entre Saint-Pierre et le Tampon. Les routes des Hauts, elles avaient toutes des caniveaux impressionnants sur les bords. Presque toutes les voitures étaient blanches à cette époque-là. La politique, c'était quelque chose de très très vivant. Quand il y avait une campagne électorale, ça chauffait pas mal, quoi. Donc, droite et gauche se disputaient la suprématie. Les litchis, on dirait qu'ils étaient plus doux avant qu'aujourd'hui. L'ananas aussi, mais enfin, voilà un peu une photo de l'île de la Réunion où ces traditions étaient très perceptibles, surtout pour moi qui arrivais d'un autre pays, découvrir les bichiques, les litchis et les andettes, c'était une aventure fort agréable. Alors, il n'y a pas eu de choc, parce que nous sommes un peuple métissé pareil, sauf que là-bas, il n'y a pas trop l'influence indienne, comme il y en a à La Réunion. Là-bas, il y a plus d'influence japonaise que chinoise. Néanmoins, le type humain, c'est presque la même chose. Si on prend une créole réunionnaise et on compare à une créole brésilienne, c'est le même type humain, quoi. Donc, il n'y a pas eu un choc de civilisation, à vrai dire. La vie de famille, ça c'était quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose que je n'ai pas connu au Brésil, parce que le Brésil étant très grand, c'est 16 fois la France, quoi, le Brésil. Et j'ai quitté la famille de mes parents quand j'avais 12 ans, parce que je ne pouvais pas rester là où ils habitaient, il n'y avait plus d'école. Donc ils m'ont mis à plus de 1000 kilomètres de là pour continuer les études dans un internat. Donc la vie familiale au Brésil, pour moi, voilà, elle a existé jusqu'à l'âge de 12 ans. Hein. Mais à l'île de la Réunion, ce qui m'a frappé, c'était les pique-niques. Les pique-niques étaient déjà une institution à cette époque-là, en 1973, 14, 15. Les dimanches, c'était quelque chose de traditionnel, de prendre la voiture, et un été, donc on montait vers le haut, et un hiver, on descendait vers le bas. Et on se mettait tous ensemble, il y en avait 12, 13, 15, 20 personnes, les fameux pique-niques chemin volcan ou la plage des Saint-Leu. C'était quelque chose de fort agréable. Alors, c'est un peu délicat, mais si, parce que la société... Moi, je n'étais pas quelqu'un de différent. J'ai un beau-frère qui est réunionnais, c'est un Waro, et qui est blanc comme moi, quoi. Donc, il n'y avait pas ce genre de différence entre nous. Je pense que mon côté brésilien était plutôt un avantage parce qu'on découvrait quelqu'un qui avait peut-être un accent, qui pouvait raconter d'autres histoires. Donc cette intégration, elle s'est faite tout naturellement, il n'y a pas eu de problème. Alors moi j'ai fait des études, j'ai fait 2 facultés. J'ai fait une faculté de théologie parce que
Quand j'étais jeune Jean, mes parents m'amenaient à l'église et je n'étais pas toujours d'accord avec ce que le pasteur racontait. Donc je voulais étudier et j'ai trouvé une faculté de théologie avec des professeurs qui venaient de tous horizons. Donc c'était pas orienté catholique ou adventiste, ou baptiste, ou pentecôtiste. Hein. C'était une théologie avec des professeurs qui venaient de partout. Mais j'ai fait ça juste pour me satisfaire individuellement, personnellement, et pour savoir un peu mieux comment choisir ma vie religieuse, si tant est que cette faculté m'a aidé. Et après, j'ai fait aussi des études pour pouvoir enseigner. J'avais été coopté par l'Université de La Réunion quelques années après, quand même, de ma présence à La Réunion pour enseigner, où je fais pendant au moins 18 ans prof d'histoire et spécialisé histoire de l'océan Indien et la Réunion. Alors le tampon, de toute façon, c'est une ville qui a toujours été, toujours abrité des gens de la terre, hein, c'est-à-dire qu'en 1925, quand elle s'est émancipée de la ville de Saint-Pierre, il n'y en avait que des agriculteurs, quoi, hein. Il y avait une rue principale et puis après une rue principale qui était transversale et puis après une nationale qui allait vers les bas et les hauts. Mais l'agriculture a toujours été quelque chose qui a fait vivre cette commune-là. Mais à partir des années 2000, ce qui était une ville dortoir jusque-là, parce que beaucoup de gens allaient travailler dans leurs exploitations et ceux qui avaient un emploi allaient travailler vers le littoral, dans les différentes sociétés, commerces, industries qui se développaient déjà. Mais à partir des années 2000, ces artisans, ces petites industries sont venus vers le tampon, qui est devenu une ville à part entière. Alors la vie culturelle, évidemment le cinéma, on en avait un, qui a marqué son temps jusqu'aux années 80, le fameux cinéma Eden, hein, en ville du tampon. Où avant les années 80, il y avait une journée dédiée à des fêtes, on faisait des bals, c'était une grande salle avec un plancher de bois ciré lorsqu'on dansait la valse ou d'autres danses de cette époque-là dans ces salons-là, c'était quelque chose de très beau et de mémorable. Mais très vite, il a fermé au profit des cinémas de Saint-Pierre, donc la famille Issabaï, le fameux cinéma Rex qui a ouvert. Et on a vu progresser un peu pour ce qui concerne les cinémas, lentement, parce que ce n'est que en 2015, je crois, ou même plus tard encore, que Saint-Pierre va voir le premier complexe cinéma s'installer à Pierrefonds. Voilà. Le théâtre, alors ça c'est aussi les années 60, la plaine des Cafres, il y avait Fred Lapra, il y avait la famille Gontier qui vont générer les Pattes jaunes, qui s'occupaient déjà des théâtres à cette époque-là. Les théâtres d'Azur va ouvrir ses portes. On verra arriver à Saint-Pierre à partir de 1983, avec la première élection d'André Tzanakoun, un certain Jacques d'Ambreville, qui est un Portois, mais qui a vécu un peu à Saint-Pierre, qui a travaillé pour la municipalité de Saint-Pierre, et qui va créer avec cette nouvelle municipalité Florilège, Miel Vert, et avec d'autres, on ne peut pas parler que d'Ambreville, mais le théâtre du Tampon va renaître parce qu'il a été construit pendant la gestion de Paul Badré, mais il était tombé un peu en sommeil. C'est à partir de 85-86 qu'il reprendra vie. Et le théâtre Luc Donat, donc, qui recevra ce nom de baptême-là peu de temps après la disparition du fameux musicien, violoniste, et dentiste et ségatier que tout le monde connaît. Mais la vie culturelle au tampon, elle a toujours été. Mais je pense que la vie culturelle à La Réunion, en tout cas, hein, moi quand je suis arrivé ici, il y a bientôt 50 ans, il y avait déjà une quinzaine de théâtres dans toute l'île. Donc la vie culturelle, elle fonctionnait plutôt bien, même si elle n'était pas connue du grand public. Alors, on avait donc les écoles qui sont gérées par les communes,
On n'avait pas beaucoup de collèges, il y en avait 3 ou 4. Alors effectivement, les développements de l'éducation nationale à l'île de la Réunion, ça va avec la démographie. Je pense, sans trop risquer de me tromper, qu'environ le tiers de la population réunionnaise aujourd'hui a moins de 20 ans. Donc forcément, même si ce n'est pas une volonté de l'éducation nationale d'avoir des très grands établissements, le premier lycée de l'histoire du tampon, le Roland-Garros, très vite est devenu un immense lycée, quoi, hein. Ensuite, on a ouvert Bois-Joli-Potier, qui est sur la route nationale au niveau du 14e kilomètre, et on a ouvert aussi par la suite Pierre-Lagourgue, qui est à Trois-Mars, et Trois-Mars est un des plus vieux quartiers de la ville du Tampon. Un lycée superbe. Alors l'avantage que notre jeunesse est là, c'est que ces ouvertures d'établissements pour ce qui concerne celui du 14e et celui du Trois-Mars, c'est moderne, quoi. Ce sont des bâtiments qui ont été projetés par des architectes, donc les salles de classe, tout ça, les jeunes, ils bénéficient d'un confort extraordinaire, que ce soit pour l'enseignement général que pour l'enseignement sportif. Donc voilà comment ça s'est développé de manière formidable. Alors effectivement, moi je parle beaucoup pour les tampons parce que c'est là où j'ai toujours vécu. Effectivement, à l'époque c'était les charrettes et les chevaux, hein, et les véhicules hippomobiles. Hein, j'ai interviewé dans le cadre du centenaire de la ville qui est cette année, hein, de 2025, un monsieur qui est toujours vivant, qui a 97 ans aujourd'hui, Gaston Roussel, qui m'expliquait qu'il avait un médecin qui montait au tampon, qui était son oncle, Henri, avec une Hotchkiss, qui était une voiture qui était l'une des rares à cette époque-là. Et lui, quand son oncle allait faire la tournée des clients, et pour lui, c'était un plaisir de rentrer et de rouler dans des véhicules automobiles, autre chose que ceux qui étaient tirés par des chevaux. Donc moi, j'écoute ces anciens avec une soif que vous ne pouvez pas imaginer. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que le riz, les haricots et la viande, il y en a au Brésil et c'est ce que j'ai retrouvé ici. Donc la façon de préparer également. Après, l'île de la Réunion, elle a un avantage énorme par rapport, à mon avis, à la plupart d'autres pays du monde. Ce sont les influences dans la gastronomie qui est là, parce que nous avons l'influence chinoise qui est très marquante à la Réunion et pas tellement marquante au Brésil. Eux, ils ont une influence japonaise, mais qui n'est pas aussi riche dans la gastronomie que la chinoise. Ici, à La Réunion, on a une influence indienne qui est très marquante également et qui n'y en a pas au Brésil. Une influence malgache qui est très marquante et une influence française, parce que nous avons été colonisés par des Français. Et on retrouve tout ça dans les plats qu'on va manger à l'île de la Réunion. Mais curieusement, pour ce qui concerne les petits fours, par exemple, lorsqu'on va dans un mariage, j'ai trouvé l'île de la Réunion assez pauvre, parce que là, c'est samoussa, c'est bouchon, c'est nem, et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors que quand on va dans un mariage, une fête, un anniversaire au Brésil, il y a une influence européenne, il y a une influence libanaise, il y a une influence de ces pays-là qui est marquante, et on va trouver beaucoup plus de petits fours que nos Arabes qui viennent du Gujarat proposent pour rompre les jeûnes lors de leur ramadan, et qui ne sont pas très courantes dans la population en général. Donc voilà quelques petites différences de la gastronomie que j'ai pu remarquer. J'ai eu la chance de tomber dans une famille aisée. On mangeait très bien, mais j'ai eu une vie professionnelle dans mes premières années ici. Moi, j'étais responsable d'une marque de pneus pour une société de Saint-Pierre, et j'avais beaucoup d'agriculteurs comme clients.
Donc je connaissais pratiquement tous les agriculteurs du sud de La Réunion qui venaient se servir un pneu là-bas dans la société que j'ai dirigée à ce moment-là. Et je n'ai pas vu de la misère. Les agriculteurs en général, ce sont des gens modestes, mais ce sont des très grands travailleurs. Et à plus forte raison, s'ils produisaient, c'est eux qui amenaient les aliments pour les autres, ils n'en souffraient pas. Néanmoins, en tant qu'historien, parce que j'ai acquis malgré moi à ce titre, parce que j'ai commis quelques livres, ce qui était tout à fait normal, parce que j'ai enseigné l'histoire. Donc de là à écrire des livres, ce n'est qu'un pas. Donc j'étais amené à aller interviewer des gens et j'ai pu remarquer qu'il y avait une différence marquante en ce qui concerne la misère entre guillemets. Les agriculteurs, non, mais les colons, oui, ceux qui travaillaient pour certains grands propriétaires dans le fameux colonnat, les colonnats paritaires comme on appelait à l'époque. Et les gens qui étaient en ville vivaient un peu mieux que ceux qui étaient entre les 12e et le 19e kilomètre. Ceux qui étaient entre le 12e et 19e kilomètre étaient les plus pauvres, étaient les colons qui ont souffert le plus. Et ceux qui étaient au-dessus du 19e kilomètre tombaient dans la tranche des agriculteurs qui avaient de la terre, de l'eau. Ils avaient de l'eau, alors que dans cette tranche un peu plus basse, il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller chercher très loin, et même en ville, hein, il n'y avait pas d'eau. Donc la misère, elle a existé, même si on n'aime pas trop utiliser ce mot-là. Mais dans cette tranche, jusqu'à 1990, parce qu'après, le modernisme va quand même améliorer beaucoup la qualité de vie, mais jusqu'à ces années-là, il y en a une tranche de la population du Tampon, et je suppose que c'est la même chose ailleurs dans l'île, qui ont beaucoup souffert pour se procurer l'essentiel pour vivre. Alors, la vie sociale à l'époque, elle était pauvre. Hein. On a parlé de quelques théâtres, on a parlé de cinéma qui n'étaient pas très courants. Ce qui existait à cette époque-là, c'était des balles à la poussière. Hein. Quand il y avait quelques salles qui étaient connues à cette époque-là. Il y a Philippe Payette, où il y a aujourd'hui le carrefour du Chandel, le rond-point du Chandel au Tampon. Il y avait le Poker d'As qui était sur la Nationale en montant, qui était une salle de spectacle qui a marqué son temps, parce que dans les années 40-50, le Poker d'As était quelque chose. Hein. Les frères Jacques sont venus se produire là. Enrico Macias, au début de sa carrière, est venu se produire là. Gloria Lasso, qui était une grande chanteuse, que les anciens qui vont reconnaître ce nom-là, est venue se produire dans le Poker d'As. C'était la famille de Lié et Thèves, donc le papa du fameux ancien président de la Ligue de football de la Réunion, et grand monsieur du cinéma également. Mais il y avait quelques salles de cinéma, quelques salles de bal, la poussière, quelques salles de rencontres, de spectacles, quelques théâtres. Mais les années 2000 arrivant, cela va devenir beaucoup plus accessible. La télévision va se développer de façon admirable, parce que dans mes premières années de Tampon et de l'île de la Réunion, souvent beaucoup de familles se réunissaient chez celles qui avaient un poste de télévision, mais très rapidement chacun a eu accès à acheter son propre appareil de télévision, et les choses sont devenues beaucoup plus individuelles. L'individualisme est arrivé, et cette vie sociale qui attirait un peu beaucoup de monde a beaucoup changé. Ah, alors l'entraide, moi j'ai toujours été, comment dire, très agréablement surpris de voir que cette entraide a toujours existé. Cette entraide a toujours existé. On se partageait facilement les choses. On ne faisait pas de calcul d'apothicaire quand quelqu'un avait besoin de quelque chose. Quelqu'un avait besoin de faire un agrandissement de sa maison. Donc c'était courant de voir en fin de semaine plusieurs personnes de la famille, voire des amis de la famille qui venaient pour donner un coup de main, pour construire,
pour couvrir la maison, pour dépanner mécaniquement une voiture qui était en panne, pour aller faire des achats en ville. On trouvait facilement du transport avec des gens qui possédaient et qui pouvaient amener. Il y avait cette entraide-là qui m'a beaucoup surpris. La générosité, voilà un mot qui, à mon avis, était très présent. Et c'est tant mieux, parce que c'est grâce à ça qu'on se donnait des bonnes raisons de vivre. Alors, la boutique chinoise, ça a été une révolution. Ça a été une révolution parce que les premiers Chinois vont arriver ici au milieu du 19e siècle. On va éviter de donner des dates précises. Hein. Mais au bout de leur premier contrat, qui était de 3 ans ou 5 ans, beaucoup de ces Chinois-là se sont mis à leur compte. Alors, ils n'avaient pas le moyen de se mettre à leur compte, parce que pendant les 3 ou 4 ou 5 ans de contrat qu'ils ont eu, ils ne pouvaient pas économiser. Ils ont pu vivre chichement, quoi. Mais ils se mettaient à plusieurs familles. Et là, ils vont ouvrir les premières boutiques chinoises. Et comme les centres-villes étaient déjà pris par les Arabes, comme nous appelons, parce qu'eux, devant aller à la mosquée plusieurs fois par jour, ils s'installaient le plus proche de la mosquée possible. Donc la ville était prise par les Arabes, alors les Chinois vont s'installer dans la périphérie. Et ils vont s'adapter au quartier là où ils vont ouvrir leur boutique. Et forcément, étaient des quartiers d'agriculteurs, donc des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et des gens qui n'avaient de l'argent, en fin de compte, que lorsqu'ils avaient une récolte, une cueillette. Il n'y avait pas de salariés dans les hauts. Le carnet, c'est-à-dire le crédit qui a été mis en place par ces boutiques chinoises, va énormément aider les agriculteurs qui vont prendre les minimums nécessaires pour vivre dans les boutiques et qui vont marquer dans les carnets et qui paieront donc leurs fournisseurs quand ils auront la récolte. Donc ça, c'est un système typiquement réunionnais qui ne commencera à disparaître que finalement à la fin des années 90, quand les premiers supermarchés vont faire leur apparition. Forcément, c'était pas du tout le même système de commerce, mais à grand regret et beaucoup de nostalgie, on voit disparaître au fur et à mesure les fameuses boutiques chinoises. Alors, les guérisseurs, moi j'ai vu, même si j'ai eu une courte vie brésilienne, beaucoup plus là-bas qu'à l'île de la Réunion. Néanmoins, à partir des années 1970, il n'y avait pas encore, on n'avait pas encore institutionnalisé des médecins de famille. Souvent, on allait voir un médecin, c'est lui qui habitait le plus proche. Les médecins faisaient des visites chez leurs clients beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. D'ailleurs, dans les années 40, M. Roussel, je vous ai dit ça, il avait son oncle, il y en avait un autre ami de son oncle qui était médecin, qui venait 2 fois par semaine de Saint-Pierre faire la tournée. Donc ce sont les médecins qui allaient dans les différents quartiers où on leur indiquait les différents malades qui avaient besoin de soins. Ignace Waro, qui est considéré le premier médecin de l'histoire de la Réunion, avait dans son petit cabinet là-bas à Trois-Mars une salle où il a fait des miracles. Il faisait même des actes chirurgicaux là-dedans, parce qu'il s'était obligé, on ne pouvait pas faire autrement. Et heureusement, les nombres de médecins vont augmenter, vont s'installer dans les différents quartiers. Le système de médecins familial va être mis en place par le gouvernement français. Aujourd'hui, chaque famille a son médecin référent. Les constructions sommaires, les petites cases créoles, celles qui n'avaient qu'un seul faîtage, c'est-à-dire un toiture à 2 pans, existaient alors dans les années 70, beaucoup de cases en tôle, mais dans les années 70, début des années 70, il n'existait que des tôles de 2 mètres. Ce sont des tôles qui venaient de métropole, que dans cette dimension-là, et des tôles galvanisées. Il n'y avait pas de couleur, c'était de 2 mètres. C'est à partir de 1974 que va s'installer à Saint-Pierre la Sorétôle,
et qui va commencer à fabriquer des tôles dans la longueur qu'on avait besoin. Et après, les années passant, elle va évoluer, elle va commencer à plastifier ces tôles, et on verra sortir de cette industrie-là, qui a été la première, parce qu'après d'autres viendront également, dans la zone industrielle numéro 2 à Saint-Pierre, des tôles vertes, des tôles rouges, des tôles marron, bleues, comme on voulait, quoi, et dans la longueur qu'on voulait. Mais je voudrais parler quand même des deux maisons qui sont typiques dans l'île de la Réunion. C'est Maurice Thommy, que dans les années 50, fin des années 50, qui était d'origine mauricienne, lui, va avoir l'idée lumineuse de se mettre avec le Crédit Agricole et de commencer à vendre ses maisons aux agriculteurs avec un plan de paiement. On construisait la maison pour un agriculteur selon son besoin familial, un enfant, deux enfants ou plus. Donc ces maisons Thommy étaient évolutives et on pouvait avoir un crédit avec le Crédit Agricole, ce qui n'existait pas avant. Avant, ça n'existait pas de crédit, quoi. Et ensuite, dans les années 60, ce sont les maisons Satec. Alors, Satec, c'est la société d'aide technique et culturelle qui sera mise en place par Michel Debré. C'était pas que pour les maisons, donc on a vu arriver ici dans les années 60, 62, 63 des ingénieurs qui vont épauler les agriculteurs, des ingénieurs architectes et des ingénieurs dans d'autres domaines qui vont faire évoluer la société réunionnaise de façon formidable, mais ce sont ceux qui ont aidé les Réunionnais à construire des maisons qui vont marquer de leur image les fameuses maisons Satec qui n'avaient pas de charpente, c'était des dalles, donc les fameuses maisons carrées, et on verra un peu partout les maisons Satec, pas seulement au tampon. Donc les maisons Thommy en bois et avec un peu de pierre et les maisons Satec vont marquer l'histoire de l'architecture réunionnaise. Oui, alors au Brésil, je n'avais jamais entendu parler de l'esclavage. J'ai grandi toute mon enfance avec des voisins qui étaient noirs sans me rendre compte qu'ils étaient noirs. Donc le racisme n'existait pas du tout dans la région de laquelle je viens. Voilà. Arriver à l'île de la Réunion, c'était pas une question de racisme, mais c'était plus marqué. Les Malabars, bon, on le voyait bien, ils ont leurs coutumes, leur façon de s'habiller, ils ont leur culte, ils ont leur religion, qu'ils étalent, qu'ils font voir. C'est joli, quoi. Hein. Quand on parle du Dipavali, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les musulmans, on perçoit à l'île de la Réunion de façon beaucoup plus matérielle la pratique de cette religion-là, même si l'appel du muezzin pour aller à la mosquée ne se fait pas 5 fois par jour comme habituellement dans leur pays d'origine ou dans leur pays où l'islam est pratiqué, mais on les entend quand même. Leur façon de s'habiller, elle est particulière. Au Brésil, je ne voyais pas ça. Donc j'ai eu un choc culturel, mais positif, parce que ces gens-là sont totalement assimilés dans la société réunionnaise. J'ai été frappé de voir, par exemple, les dimanches, j'allais avec une vieille tante à l'église catholique, des gens habillés avec du sari, et certaines femmes même avec les points rouges dans le front, allaient communier, parce que c'était des gens qui pratiquaient deux religions, sans forcément déranger ni le prêtre hindou, ni le prêtre catholique. Donc j'ai trouvé ce syncrétisme quelque chose de très positif, de très réunionnais, que je n'ai connu qu'ici. Alors, l'histoire de l'île de la Réunion, elle est particulière parce que l'île n'était pas habitée. D'accord, l'île n'était pas habitée. Les premiers êtres humains qui sont arrivés ici n'ont trouvé que des animaux et des plantes. On a quelques récits, enfin les plus anciens, ça date du Moyen Âge,
dans le Xe siècle, dans les XIIe siècle, mais ce sont des gens qui sont passés par là. D'ailleurs, les premiers noms, Dina Maghrébim, qui est un mot indo-arabe, vient du Moyen-Âge, quoi. Après, il y a la période portugaise, les années 1500, fin des années 1500. Notre île portera un nom portugais, Santa Apollonia, mais jusque-là, pas d'habitants, c'est que des gens de passage qui vont vivre ici 2 ou 3 jours, une semaine, et puis qui vont repartir. L'île redeviendra déserte du point de vue habitant. C'est à partir de 1663 que la Réunion est habitée à demeure, c'est-à-dire depuis 1663, il y a eu toujours d'habitants, et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prend cette année-là, 1663, comme étant le début du peuplement de la Réunion. Et ce peuplement-là a été fait avec des gens qui sont venus de plusieurs horizons, de la métropole, de la France, sans doute, parce que c'est eux qui vont assumer la gouvernance du développement de cette île, mais ils vont faire appel à des Indiens très rapidement, à des Malgaches très rapidement. D'autres Européens viendront également, notamment dans les années 1700. Il y a eu des pirates. On sait que l'âge d'or de la piraterie, 1720, 1760, on en a eu ici des Anglais, des Écossais, des Hollandais qui sont passés par là et qui ont fait souche, hein, et qui ont laissé leur nom et qui ont laissé des enfants. Donc notre société bigarrée va s'enrichir avec l'apport de ces gens-là. Et aujourd'hui, nous avons une société réunionnaise qui est extraordinaire parce qu'il n'y a pas un type réunionnais. Si je vous demande, si je vous montre une photo d'un Asiatique, ben vous allez reconnaître parce qu'il a des traits physiques qui disent d'où ils viennent. Si je vous montre un aborigène, ben, on sait d'où ils viennent parce qu'ils ont un trait physique qui dit d'où ils viennent. Si je vous montre quelqu'un qui est blond aux yeux bleus, vous allez dire ça c'est peut-être un nordique, mais non, ça peut être un réunionnais. Si je vous montre quelqu'un qui est un indien comme ceux du Gujarat ou de Pondichéry, il peut venir de là, mais il peut être réunionnais aussi. Donc il n'y a pas un type réunionnais. Ça, c'est une particularité, je pense qu'il n'y a que notre île qui la possède. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour... Je pense avoir brouillé pas mal de choses, mais c'est pas mal. tu feras le tri.